Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous informatif de 19h. Le monde entier a célébré hier 14 novembre la journée de lutte contre le diabète. Des astuces pour vivre avec la maladie sont assurées dans ce journal. La dépression postpartum, une période sombre traversée par de nombreuses femmes après l'accouchement. D'où provient cet état d'être et comment s'en sortir? Élément de réponse dans cette édition. Vous aurez également dans ce 19h les 3 règles pour avoir une vie épanouie. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. À nouveau, bonsoir. Au ministère des Affaires étrangères, la journée du mercredi 13 novembre 2024 a été marquée par un ballet diplomatique. En effet, plusieurs ambassadeurs provenant du Venezuela, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Australie, de la Norvège, du Nicaragua, du Canada, de la Malaisie, du Tchad, de l'autre souverain de Malte et de la Finlande ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre Olusegun Ajadi Bakari. Avec sa résidence à Cotonou, Jesus Alberto Garcia, ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela, est le Premier ministre à présenter les copies figurées de ces lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Il faut noter que le passage des diplomates s'est achevé par la présentation des copies figurées des lettres de créance de Ayoub Omar, ambassadeur de la République de Malaisie, de Adoum Mahamat Saleh, ambassadeur du Tchad près le Burkina Faso, avec l'extension de sa juridiction au Bénin, de Bruno Kerguen, ambassadeur de l'ordre souverain de Malte, et de l'ambassadrice de la République de Finlande, Sanna Céline. L'affaire dite Balthazar continue d'alimenter les conversations. Plusieurs leaders d'opinion, au-delà du choc, pensent que cette affaire remet sur le tapis la nécessité pour la famille de retrouver ses lettres de noblesse. Selon le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin, l'imam Abdul Jalil Yessoufou, cette affaire vient davantage creuser la méfiance au sein des couples. Ces genres de vidéos viennent conforter les artisans du non-travail de la femme dans leur position, malheureusement. Et donc, ça fait que tout le monde est inquiet chez lui aujourd'hui. Pour ceux qui ont leurs femmes qui travaillent dans l'administration, ça crée un soupçon, ça crée une fissure au sein des couples. Et pourtant, cela ne doit pas nous amener à dire que la femme doit rester à la maison. Parce qu'il faut faire face aux défis. Ce sont là les défis de cette mutation sociétale. Et pour le faire, je pense qu'il y a des mesures à prendre pour que cela se passe bien. Et ça passe forcément par l'éducation. L'éducation au sens large a commencé déjà par le bas âge. Parce que les femmes aussi qui se sont données à ces genres de pratiques, j'ai l'impression que l'éducation a un peu manqué. Et on connaissait des femmes qui trichent, des femmes infidèles à leur mari, mais jusqu'à se faire filmer, ça pose un véritable problème. Et aujourd'hui, je crois que c'est toute la société qui est interpellée et il faut que chacun de nous puisse contribuer pour pouvoir changer la donne. Et pour ce faire, je pense que dans nos centres éducatifs et en passant par les mosquées, les églises, et je crois que il faut se dire, c'est vrai que la femme peut travailler, mais il faudrait que la femme ait de retenue et la femme ait beaucoup plus de maîtrise. Cette affaire qui met à mal le tissu social et familial doit pouvoir servir de leçon selon l'imam. Il appelle les associations de défense des droits de la femme à être plus à l'écoute des femmes, surtout si elles travaillent dans l'administration, qu'elles soient publiques ou privées. Les hommes, qu'on dise, sont des agressifs
Mais c'est à la femme de se contenir, de se maîtriser. Et je ne voudrais pas parler des femmes qui elles-mêmes sont celles qui courtisent. Non, mais je veux parler des femmes courtisées. Et je crois que on doit pouvoir redoubler d'efforts dans ces milieux. Aussi, c'est qu'il faut créer des espaces d'échange. Pour pouvoir sensibiliser. Et aussi, je crois que dans nos bureaux, il faut éviter une sorte d'opacité parce que quand vous rentrez dans certains bureaux, c'est profond, c'est exigu et il y a un mélange. Parfois, c'est un seul homme, une seule femme qui se côtoient tous les matins et comme on le dit, la fréquentation peut provoquer aussi de contacts. Et à côté de cela, il faudrait aussi qu'on crée des centres d'écoute de ces femmes. Je n'arrive pas à comprendre une femme qui est entretenue normalement au sein du foyer, qui s'adonne à ces gens. Ça veut dire qu'il y a un problème psychologique qu'il faut chercher à régler, un problème social également qu'il faut régler. La femme qui travaille, c'est elle qui nourrit peut-être le foyer et qu'à la fin du mois, elle se retrouve avec rien du tout. Elle commence par réfléchir comment arrondir les angles et donc voilà, le dégât est là. Et je crois que il faut prêter beaucoup d'écoute à ces femmes. Je ne le dis pas pour dire qu'elles sont des êtres forcément faibles, mais malheureusement, au milieu de ces 400 femmes, il n'y avait qu'un seul homme. Prenons le pouls de l'actualité, toujours au plan national, et c'est avec Romaric Tokwe. Dans le cadre de la redynamisation de ses relations diplomatiques, le Bénin a eu l'honneur d'accueillir au Palais de la Marina 12 nouveaux ambassadeurs venus pour présenter leurs lettres de créance au chef de l'État béninois. Il s'agit entre autres diplomates de Nadège Chouat de la République française, Stéphane Moud de l'Union européenne, Jesus Alberto Gracia de la République bolivarienne du Venezuela, Athanasios Kotionis de la République hellénique Grèce, Peter Ryan de la République d'Irlande, Leilani Binjada de l'Australie. En effet, les échanges enrichis par la diversité des délégations ont porté sur les priorités de coopération bilatérale, notamment dans les domaines du développement économique, culturel et technologique. Le président Talon a manifesté son désir de consolider les partenariats afin de promouvoir le progrès économique et social tant du Bénin que des nations représentées. Cette vague d'ambassadeurs illustre l'engagement du Bénin à consolider et renforcer sa coopération internationale, affirmant ainsi sa place sur la scène diplomatique tant africaine que mondiale. Et pour finir, la Société béninoise de l'énergie électrique SBEE informe ses abonnés que dans le cadre des travaux visant à améliorer la qualité de ses services, le service de paiement en ligne des factures postpayées va connaître des perturbations dans la soirée de ce vendredi 15 novembre 2024 entre 18h et 20h. Elle poursuit en notifiant que cette perturbation ne concerne uniquement que les paiements des factures postpayées en ligne. Le service d'achat d'énergie reste fonctionnel via les canaux habituels. Je l'annonçais dans les titres, hier 14 novembre, c'était la journée mondiale contre le diabète, une célébration axée sur le bien-être des personnes vivant avec la maladie. Hier, nous avons diffusé des éléments mettant en exergue le quotidien de diabétiques, ainsi que l'hygiène de vie dont on doit faire preuve pour se mettre à l'abri. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous faire découvrir les subtilités de la maladie et comment faire pour vivre avec pendant des années. Seulement un Béninois sur 4 diabétiques sait qu'il est diabétique. Or, quand on ne sait pas, on ne traite pas et ça peut conduire à des complications graves. Alors, vous voyez, le diabète, c'est une maladie chronique. Et le diabète de type 2 surtout, c'est une maladie très chronique. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut être diabétique et ne pas savoir. Parce que le diabète, ça ne donne pas mal au ventre, ça ne donne pas mal à la tête. Pour qu'il y ait des manifestations, il faut que le taux de sucre dans le sang soit à un certain niveau. Les signes pour détecter que le diabète arrive quand le taux de sucre est déjà très élevé. Or, avant d'atteindre ce taux-là, ça crée déjà des dégâts. Et c'est justement pour ça qu'on insiste sur le dépistage du diabète. À partir d'un certain âge, on dit à partir de 40 ans à peu près, il faut que vous fassiez dépister chaque année. S'il n'y a pas d'anomalie,
on peut mieux vivre et vivre longtemps avec le mal à condition de bien se traiter. Bien se traiter, ça veut dire quoi? On a parlé des mesures génodiététiques et puis on a parlé des médicaments. Et quand on se traite, il faut évaluer le traitement pour voir si le traitement, si ça va bien ou pas. Quand on n'a pas de signes, ça ne veut pas dire que tout va bien. Et donc, en se surveillant de cette manière-là, pour avoir un diabète, disons, très bien équilibré, on réduit les risques de complications et donc on réduit le risque de mortalité. Donc, pour bien vivre, il faut bien prendre en charge son diabète. Pour prévenir le diabète, si on a la famille qui est au courant, les membres de la famille sont au courant, si quelqu'un présente un signe bizarre, on peut attirer son attention pour permettre de vite dépister, donc précocement, donc de prendre ça en charge précocement. Certains organismes dans les pays pauvres viennent en aide aux diabétiques. Dans les pays pauvres, on peut avoir les moyens de commencer le traitement, mais il peut y avoir des périodes où on n'a pas du tout d'argent, on n'a pas les moyens. Et là, ça fait des ruptures dans le traitement. Et ça, ce n'est pas bien pour le suivi. Donc, ça revient cher, quoi qu'on dise, parce que c'est toute la vie qu'il faut se traiter. Donc, même quand c'est un petit prix au départ, avec la durée, ça revient cher. On en parlait hier, le trouble bipolaire est un état pathologique grave qui provoque des hausses et baisses d'humeur extrêmes et qui influence parfois le quotidien de l'entourage. Cet état est dû à un certain nombre de facteurs que nous explique l'infirmier Fiacre Koudjinan dans cet extrait. Le trouble bipolaire est un trouble complexe dont l'origine n'est complètement pas comprise. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à son développement et il est souvent causé par une combinaison d'éléments génétiques, biologiques et environnementaux. Alors, comme facteur génétique, nous avons l'hérédité. Le trouble bipolaire a une composante génétique importante. Donc, les personnes ayant un parent, un frère ou une sœur atteints de ce trouble présentent un risque accru de le développer. Cependant, la génétique ne détermine pas à elle seule si quelqu'un développera le trouble. Et beaucoup de personnes ayant des antécédents familiaux ne le développent presque jamais. Il y a des études maintenant qui suggèrent que plusieurs gènes, plutôt qu'un seul gène, peuvent jouer un rôle dans l'apparition du trouble bipolaire. Alors, comme facteur biologique, nous avons des déséquilibres dans les neurotransmetteurs qui peuvent être impliqués dans les troubles de l'humeur. Il y a des structures et fonctionnements du cerveau, c'est-à-dire il y a certaines zones du cerveau qui peuvent contribuer au développement du trouble bipolaire. Nous avons des facteurs environnementaux et comme facteurs environnementaux, il y a des événements stressants, c'est-à-dire des situations de stress intenses, des traumatismes émotionnels, des abus, la perte peut-être d'un être cher, des difficultés relationnelles ou des événements de vie majeure. Je vais parler du divorce, du changement d'emploi ou d'une maladie grave peuvent déclencher un épisode chez une personne vulnérable. Et les facteurs psychosociaux, voilà. Peut-être des dysfonctionnements au niveau des relations conflictuelles peuvent aggraver les symptômes, bien que cela ne soit pas généralement la cause directe du trouble. La consommation abusive des drogues, de l'alcool peut déclencher ou aggraver ces épisodes maniaques ou dépressifs. Il y a des facteurs hormonaux comme par exemple certaines personnes rapportent des symptômes plus intenses lors des changements hormonaux, comme ceux associés à la grossesse ou à la ménopause. Nous avons des facteurs liés au mode de vie. Il y a le manque de sommeil, le rythme de vie désorganisé, les changements brusques dans les modes de vie comme un emploi de temps chargé ou des habitudes de vie instables qui peuvent également jouer un rôle très important dans l'apparition de cette maladie. Si la personne se replie sur elle-même et montre un désintéressement pour ses activités habituelles ou parle de désespoir, il faut lui offrir un soutien et l'encourager à parler avec son médecin ou un thérapeute. Donc quand la personne se replie sur elle-même et se montre désintéressée, il faut savoir que c'est un signe d'épisode dépressif. Il ne faut pas forcer pour trouver des solutions rapides. Vous ne pouvez pas réparer le trouble, mais vous pouvez être un soutien constant. Seuls les professionnels de la santé peuvent trouver solution à ce genre de situation. Pendant un épisode, la personne peut dire ou faire des choses qui ne reflètent pas ce qu'elle ressent profondément. Essayez de ne pas être blessé ou offensé. Toujours en santé, la dépression postpartum est une impasse dans laquelle tombent certaines femmes après l'accouchement. D'où provient cet état d'être et comment s'en sortir? Stéphanie Beron-Ressi, psychologue clinicienne et art thérapeute au cabinet psychologique Art de Vivre, répond au micro de Ola Grace Adjei. La dépression postpartum est un trouble qui touche certaines femmes, certaines jeunes mères après accouchement de leur bébé. Plusieurs facteurs peuvent intervenir dans la survenance de cette maladie. Nous avons les événements stressants, les
grossesse compliquée avec beaucoup d'inquiétudes, les changements d'hormones, le peu de soutien social, les difficultés conjugales, le manque de sommeil ou les changements que peuvent évoquer la venue d'un enfant, le changement dans son organisation personnelle, le changement dans ses prises de décision, dans sa responsabilité. Soit si la personne a des antécédents familiaux de dépression, soit c'est un membre de la famille qui souffre de la dépression ou qui a souffert de la dépression. La jeune mère peut aussi souffrir de la dépression, en plus des changements, des difficultés et des événements stressants qu'elle peut rencontrer. Comment la dépression postpartum se manifeste-t-elle? La dépression postpartum se manifeste par une profonde tristesse sans raison apparente, des crises de l'âme inexpliquées. La nourrice a le sentiment de ne pas pouvoir gérer cette nouvelle responsabilité. Elle est souvent irritée et très anxieuse par rapport à son enfant. Elle a du mal à se reposer, à prendre soin d'elle. Elle peut traverser aussi des sentiments de dévalorisation ou une grande culpabilité. Avoir l'impression qu'elle est une mauvaise mère, qu'elle ne peut jamais réussir à prendre soin de son enfant. Ces modes de pensée amènent cette jeune mère à ne pas créer un lien avec son bébé. Cette jeune mère, cette nourrice peut s'isoler et en plus de tout cela, elle peut avoir des troubles de sommeil, des difficultés à s'alimenter, donc des changements au niveau de l'appétit et une irritabilité constante. Quelles sont les conséquences de la dépression postpartum sur la nourrice? Les conséquences sont nombreuses. Elle peut perdre du poids, elle sera irritée, on serait obligé de l'hospitaliser pour prendre soin d'elle. Dans ce cas, elle aura du mal à entretenir un lien d'attachement avec son enfant. Une fois qu'elle est hospitalisée, elle devra prendre congé par rapport à son emploi ou arrêter ses activités. Elle peut aussi avoir des problèmes d'estime de soi. Comment la nourrice dépressive peut-elle surmonter cette étape? Elle devra prendre soin d'elle, tout poser, tout mettre à plat, se concentrer sur sa santé et se faire accompagner par des psychiatres et des psychologues pour un retour en famille et pour travailler sur sa relation avec son enfant, travailler sur ses inquiétudes et travailler aussi sur l'estime de soi et la valorisation de soi. Que faire donc pour éviter de sombrer après l'accouchement? Il faut prendre soin de soi-même et être bien entouré des proches, de la famille, avoir une relation stable avec son conjoint ou partenaire et discuter, rêver de cet enfant-là ensemble dans un environnement agréable. Se préparer pour l'avenir de l'enfant, mais tout en s'appuyant sur les proches, sur la famille, les amis qui peuvent vous soutenir et vous aider. Avoir une vie épanouie repose sur l'équilibre entre la poursuite de ses passions, l'entretien de relations authentiques et l'acceptation de soi, tout en trouvant un sens aux expériences quotidiennes. Est-ce la même chose chez tout le monde? Quelles sont les 3 règles pour avoir une vie épanouie? Élément de réponse dans ce micro-trottoir signé Samuel Okora. Bon, pour moi, les 3 règles pour vivre une vie épanouie, déjà, moi, c'est de ne pas être envieux. Il ne faut jamais envier quelqu'un parce que déjà, l'envie pousse à faire beaucoup de choses. Et si on pouvait nous montrer combien de fois l'envie a poussé beaucoup de personnes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire, alors là, on n'en finira pas. Donc, d'abord, il y a l'envie. Après, la crainte de Dieu. Ça, c'est la base. Il y a la crainte de Dieu parce que il faut avoir quand même un pilier sur terre. Quand je parle de pilier, avoir une personne, même si à part nos parents, une personne sur qui compter. La 3e chose, c'est, je dirais, le courage. Parce qu'avec le courage, on peut faire beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais pensé accomplir. Des actions, voilà, qui auraient terrifié tel ou tel individu. Mais avec le courage, l'on peut braver beaucoup de choses, accomplir beaucoup de choses.
vivre une vie épanouie. Beaucoup de paramètres entrent en compte, mais je peux parler tout d'abord du respect qu'on accorde à ses parents. Ça, c'est la première chose selon moi. Après, je dirais le respect des lois de la nature. Et pour finir, je parlerai de l'hygiène sur tous les plans, que ce soit sur le plan sanitaire que sur le plan spirituel. Budgéter 50-50, c'est la formule privilégiée par plus de la moitié des couples. Chacun contribue à 50% des dépenses ou de l'épargne du couple, peu importe son salaire ou ses dépenses personnelles. Cela fonctionne bien lorsque les deux conjoints ont des revenus similaires, mais également des dettes semblables. Mais à qui incombent les frais du loyer dans le foyer? Quelques citoyens y répondent au micro de Radio Afrique Santé. Normalement, les frais du loyer incombent au mari, à l'époux, voilà. Maintenant, peut-être que tes parents se sont entendus, l'autre va payer, l'autre va assurer 50% des charges du ménage et l'autre aussi assurer 50%. Et peut-être dans les 50% de la femme, il y a les frais du loyer dedans. Ça, je ne sais pas, sinon on faisait les frais du loyer incombent à l'époux. Bon, pour ma part, le paiement des frais de loyer incombe à l'époux, c'est-à-dire au mari, qui est le chef du foyer. En temps normal, c'est à l'homme de payer les frais de loyer, parce que c'est lui l'homme de la maison. Il est à la tête, donc les frais de loyer lui reviennent. Maintenant, au cas où l'homme serait en chômage, ça revient maintenant à la femme de la relayer. Dans ce cas, l'homme est en chômage et il n'aura pas les moyens de payer les frais de loyer. Donc, entre eux, pour que les gens ne parlent pas d'eux, la femme peut l'aider en payant le. Au cas contraire, lorsque les deux décident entre eux que l'un va payer le loyer et l'autre va payer les frais d'électricité ou de l'eau, là ils se disent entre eux, soit l'homme paye le loyer, soit la femme qui paye. Mais en général, c'est l'homme qui paye le loyer. Parce que c'est lui le mari de la maison, c'est lui l'homme, le personnage principal de la maison. Donc les frais de loyer lui reviennent. Dans un couple, les frais du loyer sont à la charge de l'homme. C'est l'homme qui doit payer le loyer et non la femme. Les frais du loyer incombent au mari. Dans un couple, c'est le mari qui prend la charge du loyer. Aujourd'hui, tu te poses la question à quelqu'un, la personne dira le mari. Mais dans le cas où il arrivait que le loyer vienne, que le mari n'a pas la possibilité de le payer et que si la femme en a, la femme peut dire que comme cette fois-ci tu n'as pas les moyens de payer le loyer, je vais t'aider avec ça. Mais c'est pas une obligation pour la femme de le faire. Parce qu'ils sont en couple et vivent ensemble, donc ça revient au mari. Parce que peut-être qu'il y a des charges dont la femme s'occupe. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des charges dont la femme s'occupe et que le mari ne fait pas. Mais dans un couple, on se complète. Sans transition, des nouvelles hors de nos frontières et c'est à travers cette compilation signée Ola Grâce Adjé. 15 novembre 2024, dernier jour de campagne avant les élections législatives de ce week-end au Sénégal. Les élections législatives ont été annoncées après la dissolution du Parlement sénégalais par le président élu Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier a enclenché le processus en déclarant que le Parlement contrôlé par l'opposition l'empêchait d'agir et de mettre en place ses plans pour le gouvernement. Le scrutin verra s'affronter notamment les deux anciens rivaux présidentiels, Ousmane Sonko et Macky Sall. Près de 7,4 millions d'électeurs inscrits sur une population de 18 millions d'habitants sont attendus dans les urnes. À Port-au-Prince, en Haïti, les gangs renforcent leur emprise sur la capitale, forçant les habitants de quartiers comme Solino à fuir leurs maisons. La crise s'intensifie depuis le renvoi du Premier ministre par intérim dans un contexte de chaos politique marqué par des accusations de corruption. Profitant de cette instabilité, des gangs comme la coalition Vive Ensemble multiplient les prises de contrôle de territoire. Lundi, l'aéroport principal de la capitale a été touché. Des tirs ont visé plusieurs avions, blessant une hôtesse de l'air. Les Nations Unies rapportent qu'en une seule journée, 20 affrontements armés ont éclaté à Port-au-Prince, où 85% de la ville serait désormais sous contrôle des gangs. Sri Lanka, élu en septembre dernier, Anura Kumara Dissanayake a remporté ce vendredi 15 novembre haut la main les élections législatives en décrochant une majorité absolue. Après dépouillement de plus de 3 quarts des bulletins exprimés, la coalition NPP emmenée par le parti présidentiel, le Front de libération du peuple, a remporté au moins 123 des 225 sièges du nouveau parlement, soit 63% des suffrages. Anura Kumara Dissanayake a désormais les mains libres pour réformer le pays.
Et dernière information de cette page inter, la princesse Mikasa, doyenne de la famille impériale du Japon et grande tante de l'empereur actuel, est décédée ce vendredi 15 novembre 2024 à Tokyo à l'âge de 101 ans, a annoncé l'agence impériale Nippon. Elle avait été hospitalisée en mars dernier à la suite d'un accident vasculaire cérébral et d'une pneumonie et était gardée en observation depuis, après avoir été traitée dans une unité de soins intensifs. Issue d'une famille aristocrate, la princesse Mikasa, née Yuriko Tagaki, le 4 juin 1923, avait épousé à l'âge de 18 ans le prince Mikasa, plus jeune frère de l'empereur Hirohito, le grand-père de l'actuel empereur Naruhito. Le Bénin n'a pas décroché jeudi sa qualification pour la phase finale de la CAN 2025. Les Guépards ont retardé leur voyage au Maroc après leur match nul contre le Nigeria. Opposés aux Super Eagles dans une rencontre comptant pour la 5e journée des phases qualificatives, les Béninois ont fini la partie sur un score de parité 1-1. Un cruel dénouement pour les Béninois qui vont devoir patienter jusqu'à la 6e journée pour tenter d'arracher leur passeport pour le tournoi africain. Ce sera contre la Libye le 18 novembre prochain au stade du 11 juin à Tripoli à partir de 17h. Un match nul suffirait aux Béninois pour se qualifier. Dernière note sportive de cette édition, la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 se poursuit avec un plateau alléchant. Dès 14h, le Botswana a accueilli la Mauritanie à Francistown, tandis que l'Ouganda a reçu l'Afrique du Sud à Kampala. Ces deux rencontres se sont avérées cruciales pour les ambitions des différentes nations. À 17h, les chocs se sont multipliés. Le Mozambique et le Mali se sont affrontés à Maputo. Le Cap-Vert a accueilli l'Égypte à Praia. La Zambie a reçu la Côte d'Ivoire à Ndola. Et le Zimbabwe a défié le Kenya au stade Orlando de Johannesburg. Enfin, l'Eswatini a croisé le fer avec la Guinée-Bissau à Nelspruit. Tout à l'heure à 20h, l'Angola accueillera le Ghana à Luanda, tandis que le Gabon recevra le Maroc à Franceville. Ces deux derniers matchs promettent un spectacle de haut niveau avec des enjeux majeurs pour la qualification. C'est la fin de cette édition. Merci à Parfait Afodéou et Ola Grâce Adjé pour la collaboration technique et éditoriale. À la présentation, je suis Carmen Rodéou. Merci de nous avoir suivis. This is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez.